Bonsoir, retrouvant nos 4 mousquetaires bien loin d'ici, à un moment où leur existence va basculer. Je vous lis l'extrait. À l'heure dite, les 4 amis et leurs 2 laquais se rendirent nuitamment au lieu convenu. Ils étaient en avance et s'installèrent comme pour un pique-nique. Plancher et Bazin dressèrent une sorte de table devant la bergerie et servirent du vin. Cela ne devait pas ressembler à un rendez-vous d'espions, avait dit Athos, et de ce fait, on aurait plutôt dit un souper campagnard au clair de lune. L'air frais du soir, cette légère brise qui agitait les feuilles des arbres, le murmure de la rivière qui alimentait le moulin, le ululement d'une chouette partant en chasse, tout contribuait à rendre l'instant différent. « Il y a du mystère dans l'air, remarqua Aramis. « C'est un soir de sabbat, dit Porthos, vaguement inquiet. Athos se mit à rire moqueur. « Hein, ne me dites pas que vous croyez à ces sornettes. Tenez, les voilà, vos sorciers. » À 50 pas devant eux, Chavigny, drapé dans un manteau gris, accompagné de 2 hommes, débouchait d'un sentier de halage. Il laissa son escorte en arrière, en garde des chevaux, et vint s'attabler sans plus de cérémonie avec les mousquetaires, demandant du vin et les félicitant pour cette initiative. Il posa sur la table 3 contrats d'engagement. Athos sortit le sien. Chavigny fixa sa torche au milieu de la table, dans un trou prévu à cet effet, et la lumière fut soudain suffisante pour lire. « Lisez, dit-il, lisez tout. Prenez votre temps. » Et signez en bas de la page. Tandis qu'il parlait, il installait un plumier et un encrier devant les convives. Les contrats les liaient pour 5 ans à Richelieu, mais ne les obligeaient pas à quitter les mousquetaires. Toutefois, il y aurait sûrement conflit d'intérêts tôt ou tard. L'engagement prenait fin au bout de 5 ans, à compter de la date de signature. 5 ans de galère, commenta Porthos en signant le premier, son contrat, à la surprise générale. « Porthos, vous êtes sûr ?» demanda Aramis. « Sûr d'aller au diable avec vous, compagnon. » Et il éclata de rire, d'un rire nerveux qui n'eut pas d'écho. D'Artagnan signa ensuite sans état d'âme, apparent, suivi d'Aramis, soupirant, et enfin d'Athos, silencieux. « Pas de regret ?» demanda Chavigny. « Nous avons eu 1 semaine pour réfléchir, » répondit Athos. « Puisque nous voilà dans le même camp, il m'est permis maintenant de vous éclairer sur ce que son éminence attend de vous. Vous ne communiquerez jamais avec elle par écrit sous votre vrai nom. Il vous en faut de nouveau pour la circonstance. Choisissez-les vous-même et choisissez bien. » À la lueur dansante de la torche, tous écoutaient ce que Chavigny avait à dire, et la surprise était au rendez-vous. Ne faisait-il pas, tout à coup, un plongeon vertigineux dans le monde des intrigues, des complots et autres nids d'espions? Tout cela, jusqu'à présent, n'était que des mots, et il n'avait jamais soupçonné ce que pouvait être le quotidien du cardinal de ce point de vue-là. Ils apprenaient, atterrés, que le roi était sur le point d'être renversé, que son trône vacillant risquait de revenir à son frère cadet, Gaston d'Orléans, l'Espagne, plus encore que sur ses troupes d'élite et sur sa diplomatie, comptait sur la chute du monarque pour mettre un terme politique à cette guerre, et ce, à son très large avantage. La France en paierait le prix. La chute du roi, le cardinal le savait de source sûre, était programmée pour cette saison d'hiver. Beaucoup de grands du royaume étaient tentés de se rallier à l'Espagne, car ils croyaient en toute bonne foi que c'était le seul moyen de sauver la monarchie. Louis XIII était sans descendance.